Bonjour et bienvenue pour cette 271e édition de J'irai lire des comics chez vous, l'émission VF qui vous parle essentiellement et exclusivement de comics en version française, disponible partout en France, partout où on vend des BD, dans toutes les librairies spécialisées comics, dans toutes les FNAC, les espaces culturels Leclerc, dans les Cultura, chez le libraire en bas de chez vous et sur originalcomics.fr bien entendu, un éditeur en ligne indépendant et bientôt un éditeur pas qu'en ligne puisque la boutique ouvre dans quelques jours, vous le savez. Grosse actualité ce mois-ci avec notamment la sortie, j'en avais pas parlé, de Batman Rebirth tome 3. Vous avez aimé Batman Rebirth tome 1, vous avez aimé le tome 2, vous allez aimer le tome 3 et le tome 4 qui arrive très bientôt parce qu'il y a déjà un tome 4. Il faut dire qu'aux États-Unis, vous le savez, la série sort toutes les 2 semaines. Il y a un épisode toutes les 2 semaines. Il y a 2 épisodes par mois. Donc forcément, si Urban ne passe pas à la seconde sur la sortie des albums et ne rapproche pas les sorties, eh bien, ils vont très très vite se faire distancer. Et on va se retrouver avec 2 ans de retard sur l'Amérique. On a déjà une bonne année de retard. Aux États-Unis, on en est au numéro... On va arriver au numéro 50. Puisqu'il va se passer un événement important. J'en dirai plus. J'en parlerai... Ou j'en parlerai pas d'ailleurs. Un événement absolument génial au numéro 50. Je ne vais pas vous spoiler. Et donc on en est déjà au 50 et là on a déjà le tome 3. Troisième tome avec l'arc qui s'appelle Mon nom est Bane, I am Bane en anglais. C'est marrant parce qu'ils ont pris une couverture de l'épisode numéro 11. Ils ont pris une couverture par Michael Génin de l'acte précédent. Il faut dire que Bane était déjà présent, vous le savez si vous l'avez lu. Alors moi je vous le dis, et je le dis souvent, je prends un énorme plaisir à lire le Batman de Tom King, qui est intelligible, qui est grand public et qui est à la fois aussi exigeant, puisque c'est très bien écrit et voilà. Mais ça s'adresse à tout le monde. Là où Scott Snyder pouvait être plus clivant, j'en ai parlé dans une émission. Là, on est vraiment sur un Batman qu'on pourrait, que tout le monde peut apprécier et en plus, comme il est accompagné des meilleurs dessinateurs possibles et disponible chez DC Comics, ça rajoute du plaisir. Si vous voulez à tout ça, notamment, on l'a dit, Michael Génin, on l'a dit David Finch, on l'a dit Mitch Gerard, qui est absolument génial. On l'a dit, il y a Clayman qui commence à faire des pages là-dedans et on le reverra après dans le tome 4, etc. On a également Joel Jones qui va arriver. Tony Daniel reprend aussi le dessin à partir du numéro 47, un truc comme ça. Donc voilà, on n'a pas fini d'avoir des bons dessinateurs. Donc moi ça me plaît bien ce Batman. Et donc là on a Mon nom est Bane, donc qui est la fin de l'arc d'avant qui s'appelait Mon nom est Suicide. I Am Suicide, c'est David Finch qui dessine, alors que la couverture c'est Michael Génin. Et donc voilà, et on a ce combat titanesque entre Batman et bien entendu et Bane, et vous découvrirez qui s'en sort vainqueur et comment se dénoue cette histoire. On a également un épisode assez intéressant. Alors il y a un épisode absolument génial qui avait fait date. Et l'épisode, c'est l'épilogue de Mon nom est Bane. C'est l'épisode, je ne vois plus le numéro, c'est l'épisode numéro 24 de Batman qui avait cartonné en VO, qui était un dialogue entre Batman et Catwoman et Gotham Girl. Vous vous souvenez de Gotham Girl? Ça c'est dessiné par Clayman, c'est assez somptueux. Un épisode qui avait fait date parce que les dernières pages étaient vraiment folles. Et après on a l'annual. Des pages de l'annual dessinées par David Finch et donc le retour de David Finch. Et après on a 2 épisodes absolument superbes, notamment donc le 23, l'épisode 23. En fait ils sont pas tout à fait dans l'ordre, 25 pardon, c'est le 25 ça? Non, c'est le 23. Dessiné par Mitch Gerard, quelqu'un qui avait déjà fait les pages et qui est plutôt doué. Voilà, donc ils ont compilé des épisodes. Alors il manque les épisodes de The Button, le Badge, qui seront eux édités dans un album spécial qui s'appelle tout simplement Le Badge. Et ça va s'appeler DC Universe Rebirth présente, un truc comme ça. Donc voilà, donc les épisodes se passent avant, mais on les aura après nous, puisque c'est un crossover avec Flash, et donc on l'aura plus tard. Voilà, excellent album, comme d'habitude, de la qualité, du plaisir, et donc je vous conseille vraiment, c'est pour moi la chose à lire d'urgence, voilà, concernant Batman. Voilà, donc c'est vraiment, ça tient ses promesses, et j'aime beaucoup. Autre trip Batman, là pour le coup c'est le retour de Scott Snyder, c'est le 2e tome de All Star Batman. Vous le savez, quand Scott Snyder a quitté Batman à la fin des New 52,
on lui a confié une espèce de prolongation de son CDD, si vous voulez, avec la série All Star Batman. Le premier arc a été dessiné par John Romita Jr., avec des backups qui étaient plutôt pas mal. Et voici le deuxième tome, magnifique couverture de Jock. Et Jock dessine des pages à l'intérieur. Et il y a d'autres dessinateurs, puisqu'il y a Francesco Francavilla, il y a Tula Lotte et Giuseppe Camuncoli. Giuseppe Camuncoli qui fait du Spider-Man. Alors ça, vous reconnaissez le style de Francavilla. Voilà, donc là on est plutôt sur un autre format, on est sur des histoires courtes, on est sur excusez-moi, on est sur des one-shots, des unitaires, des histoires voilà, qu'on peut lire séparément, toutes magnifiquement dessinées, avec un dessin peut-être plus exigeant, vous connaissez le style de Jock, qui n'est pas grand public, mais qui est magnifique, et donc voilà, avec des histoires qui vont nous emmener à la rencontre de Poison Ivy, à la rencontre de Mr. Freeze, etc. etc. Donc un bon deuxième tome, le premier était très très bon, et celui-là l'est tout autant, donc je vous invite vraiment à découvrir All Star Batman, si c'est pas déjà fait, donc 2 tomes sont disponibles, vous les voyez au dos, voilà. Et il y aura un troisième tome parce que la série s'est terminée aux États-Unis. À savoir, petite info en plus, parce qu'on est là aussi pour apprendre des choses, que Scott Snyder, qui a fait Dark Knight Metal, Batman Metal, qui sort cet été chez Urban, va revenir avec un nouvel arc dans le cadre du lancement d'une nouvelle collection chez DC Comics qui va s'appeler le Black Label, et il va scénariser une histoire de Batman, donc il revient sur Batman encore une fois. Ça devait être dessiné par Sean Murphy. Sean Murphy a claqué la porte. C'est dessiné par Greg Capullo. Pas mal, non? Donc le retour de Greg Capullo et Scott Snyder sur Batman, c'est cool. Voilà. Alors la surprise, j'en ai parlé, j'en ai fait une émission dédiée qui a été très vue. Vous avez été plus de 1500 à la regarder. C'est Deathstroke Rebirth. Voilà. Deathstroke Rebirth, c'est vraiment une belle surprise. Parce que d'abord, je l'ai dit dans l'émission, je vais faire plus court. Je connaissais pas le personnage. Deuxièmement, je me suis dit, allez, on se lance. Et troisième, je l'ai juste pris en main, je l'ai feuilleté. Et j'ai fait, ouais, c'est vachement bien dessiné, dis donc. Et du coup, ça m'a donné envie de le lire. Parce que à la base, j'étais pas parti pour, en fait. C'est Christopher Priest au scénario. Christopher Priest, il a fait du Black Panther à une époque. Et au dessin, on a 2 dessinateurs qui souvent sont cantonnés à des rôles de second couteau chez les éditeurs. C'est Carlo Pagulayan et Joe Bennett. Et qui là, on leur a filé les clés de la série. Et ils se sont dit, putain, c'est ma chance, quoi. J'y vais. Et ben du coup, c'est super chouette. C'est très propre graphiquement. C'est très très bien. Et du coup, ça donne envie de lire. Et du coup, je l'ai lu. Et du coup, j'ai beaucoup aimé. D'abord, j'ai beaucoup appris sur ce personnage que je connaissais pas. Donc, j'ai découvert que ce personnage, c'était pas un jeune, c'était un papa, presque un papy. Il a plus qu'un œil aussi. J'ai découvert ça. Enfin voilà, j'ai découvert plein de choses. Et j'ai découvert qu'il avait des enfants, par exemple. Et il en est beaucoup question dans ce récit. Voilà. C'est un mercenaire, c'est un peu le Deadpool. Alors on m'a aussi appris qu'il était créé avant Deadpool, parce que j'avais jamais entendu parler de ce personnage. Et puis d'ailleurs je le confondais avec un autre personnage de chez DC qui s'appelle Deathlock, c'est ça? Ils s'appellent tous Death quelque chose en fait. Deathlock, il a aussi un œil en moins. Ils ont tous un problème, ils perdent tous un œil. Et je crois que l'autre il est robot un peu comme Cyborg. En fait, tous ces personnages se ressemblent beaucoup en fait chez DC. Voilà, moi je suis pas un DC boy, vous le savez. Mais je suis curieux et j'ai envie d'apprendre. Donc voilà. Donc en tout cas j'ai beaucoup aimé. Donc je vous le conseille, je vous le recommande, disponible partout. Ça on n'en avait pas parlé non plus. C'est plutôt chouette. C'est la Justice League versus Suicide Squad. C'est tout simplement le crossover que DC Comics nous a concocté suite au succès bien entendu du film Suicide Squad et suite au succès à venir, parce que ça a quand même été un petit succès. Il a fait 600-700 millions de dollars, même si il a été très, très critiqué, le film Justice League. Voilà, c'est quand même des bons petits scores. Ils ont fait un crossover, ils ont demandé à Joshua Williamson et Rob Williams de le scénariser. Donc c'est une rencontre assez classique, et c'est surtout qu'ils ont demandé à des dessinateurs plutôt pas mauvais de s'occuper du dessin. Alors à la base on avait compris que c'était notre ami Jason Fabok, l'incroyable Jason Fabok, qui allait le dessiner. Malheureusement, il n'a dessiné que le premier épisode. Mais comme on était triste, ils nous ont consolés, parce qu'ils sont comme ça chez DC Comics, et ils ont fait appel à Tony Daniel pour dessiner le 2e épisode.
Et donc c'est ça qui est chouette. Alors il n'y a pas que là-dedans, si vous voulez, il n'y a pas que les épisodes du crossover, il y a aussi tous les tie-in de Justice League et Suicide Squad, avec les épisodes évidemment qui nous aident à mieux comprendre l'histoire. Et au niveau des dessins, on a plein de dessinateurs. En fait, il y a toute la jeune garde des dessinateurs. Je sais pas s'ils sont jeunes d'ailleurs, mais pour moi ils ont l'air nouveaux. Donc il y a Jesus Moreno, Fernando Passarin, Robson Rocha, tous ces noms, dès que je les vois sur un comics DC Comics, c'est plutôt bien dessiné. Il y a Riley Rossmo, il est très très bon, Riley Rossmo. Giuseppe Camuncoli qu'on connaît, Scott Eaton qui avait fait un je ne sais combien de regardez comme c'est chouette ça pète, hein, c'est du Fabox ça. Il y avait eu énormément de dessins Scott Eaton, il a fait beaucoup de X-Men à une époque, c'est il y a longtemps, avec Mike Carey au scénario, souvenez-vous, c'était plutôt chouette. Voilà pour Urban. Aujourd'hui, on va passer assez rapido sur Panini, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sortent chez Panini cette semaine, donc on en parlera dans la prochaine émission. Notamment The Defenders, qui est sorti donc il y a déjà quelques semaines. C'est mon actualité à moi. Pourquoi ? Parce que d'abord j'ai toujours apprécié le travail de Brian Michael Bendis, notamment sur Daredevil, donc j'ai eu très envie de me remettre sur Daredevil, enfin du Daredevil de Bendis. Ensuite parce que évidemment cette série elle fait, alors les Defenders on connaît le nom, mais on n'avait jamais vu l'équipe dans cette configuration là, mais ça fait écho à la série Netflix, vous l'avez compris, avec Jessica Jones, avec le Luke Cage, avec Iron Fist, et donc vous voyez la couverture elle a un petit vernis sélectif, c'est plutôt chouette. Daredevil, donc voilà, c'est le grand retour de Bendis. Donc c'est une série qui a été lancée pour faire écho évidemment au lancement de la série, qui prend, alors c'est pas une adaptation, ça prend des vraies libertés. C'est dans la continuité Marvel, c'est pas dans la continuité Netflix. Et c'est au dessin, c'est David Marquez qui œuvre. David Marquez qui a déjà travaillé avec Brian Michael Bendis, vous le savez. Il a travaillé sur Ultimate Spider-Man, ils ont travaillé sur Civil War 2, ils ont travaillé sur Invincible Iron Man. Voilà, c'est très très propre, c'est toujours très soigné. C'est peut-être un petit peu trop soigné, David Marquez. On aurait envie que ça bave un peu de temps en temps. Non, non, c'est un très bon artisan. J'ai peur qu'il se marque Bagleyise ou qu'il Salvador Larrocaise. Vous voyez, j'aimerais pas que ces auteurs qui sont devenus des auteurs qui sont capables de tout dessiner perdent un peu leur âme. Mais c'est quand même hyper chouette, il est au-dessus du lot, David Marquez, il est productif et talentueux, donc c'est plutôt pas mal. L'histoire elle est bien, elle est super chouette, c'est un vrai plaisir de retrouver ces personnages et un vrai plaisir de retrouver l'écriture de Brian Michael Bendis sur du Daredevil, même si il est avec ses copains, mais Brian Michael Bendis avait également scénarisé, vous le savez, Jessica Jones. Vous savez qu'il quitte Marvel, hein, vous êtes au courant quand même que Bendis il quitte Marvel, il part chez DC, il va faire Superman, vous êtes au courant, et qu'il y a Action Comics 1000 qui sort le mois prochain, et que il y a des pages de Clayman, des pages de Jim Lee, enfin ça va être dingue. Donc non, il faut être au courant là, on se réveille là. Allez. Alors, nouvel éditeur, nouveau comics, iComics, on en a parlé parce que j'ai rencontré Sullivan Rouault, vous le savez, vous avez vu l'émission, vous êtes très nombreux à avoir vu l'émission et l'interview. Les Tortues Ninja sont de retour avec 2 albums, les enfants, 2 vrais albums. Magnifique, puisque c'est le retour des Tortues Ninja. Alors le tome 1 qui est là, hop, il est là, c'est très simple. Le tome 1 il reprend l'intégralité, enfin il reprend la continuité de la série lancée chez Soleil il y a quelques années. Soleil avait sorti les 4 premiers tomes, ils étaient nuls, c'est pas qu'ils étaient nuls, c'est que ça a été hyper mal édité, le prix était trop fort, enfin c'était l'horreur. Et donc du coup, le tome 5 s'appelle tome 1 chez iComics. Faut savoir que les 4 premiers tomes ressortiront dans quelques mois chez iComics sous le nom de tome 0, donc ce sera un énorme pavé avec plein d'épisodes façon Bliss Comics, vous allez adorer. Et en attendant, vous pouvez voir le suite de la série de Kevin Eastman, dans son style super. C'est pas pour les enfants, c'est pas une adaptation de la série animée pour les enfants qui date des années 90, c'est clairement c'est plus inspiré par le comics underground et punk que ça pouvait être dans les années 80, puisque ça vient surtout de la scène punk, vous le savez, ce comics, c'est très fun, c'est très bien, les personnages sont bien écrits, c'est un vrai plaisir de retrouver les Tortues Ninja. Donc ça c'est le tome 1, il y en aura plein, parce qu'il y a 80 épisodes aux États-Unis, donc vous inquiétez pas, on va en bouffer. Et à côté de ça, il y a un one-shot qui sort en même temps, histoire de faire des belles présentations sur les tables de librairie et de mettre des têtes de gondole assez jolies. À noter que c'est 14,90 l'album, et donc du coup c'est un super prix, c'est ce que je voulais dire. Et donc iComics, vous le connaissez, ça c'est le logo, c'est l'éditeur de Rick et Morty, hein, vous le savez. Ça c'est un one shot, ça s'appelle
l'histoire secrète du clan Foot. Le clan Foot, c'est le clan de Shredder qui est là. Et c'est dessiné par quelqu'un qui fait une tournée en France en ce moment qui s'appelle Mateusz Santoluco. Et Mateusz Santoluco, il dessine comme un dieu. Et c'est magnifique ce qu'il fait. Regardez ces tortues, comme elles sont chouettes. Non, c'est super chouette. C'est graphiquement hyper intéressant. Donc je vous invite vraiment à regarder tout ça, à jeter un œil parce que c'est vraiment qualitatif. Voilà, plein de couvertures à la fin, plein de bonus. Sullivan, notre ami Sullivan, a très bien fait son travail. Voilà. Donc 2 albums des Tortues Ninja disponibles chez iComics, ça sort cette semaine. Ça, vous pouvez pas les rater. Moi, je les ai vus un peu avant. Et ouais, il faut des petits avantages à faire tout ça quand même, sinon à quoi bon. Alors ensuite, qu'est-ce que je peux... Alors ça je l'ai pas encore lu, donc je vais pas vous en dire du bien, ni vous en dire du mal. Je vais juste vous dire que j'adore le dessinateur, il a dessiné du Hulk, il a dessiné beaucoup chez Marvel, on l'a beaucoup moins vu récemment, c'est Gabriel Hardman. Ça c'est sa série chez Image Comics, ça s'appelle Invisible Republic, c'est un super coup de la part d'iComics d'avoir chopé ça, parce que graphiquement c'est génial, c'est magnifique, c'est superbe. Gabriel Hardman est vraiment très doué. C'est très urbain, c'est très beau et c'est évidemment un récit de science-fiction comme vous l'aurez compris. Alors je l'ai pas lu, je vais pas vous mentir, on va pas se mentir, je l'ai pas lu, je trouve ça juste très beau et je trouve que l'édition est super chouette et je voulais profiter de cette émission pour vous le montrer parce que c'est pareil, ça c'est disponible depuis quelques semaines. Il y a eu Rick et Morty, il y a eu The Few, il y a Invisible Republic, ils sont là les autres titres à la fin, on les voit. Hop, je vous les montre. Voilà, hop. Et il va y avoir Maestros, ça va être chouette. Maestros, ça va être super chouette. Génération de Gone aussi, il paraît que c'est pas mal. Et I Kill Giant, qui a été adapté au cinéma, mais je crois que le film sortira pas au cinéma, il sortira en straight to DVD, ou peut-être sur Netflix, je sais pas, j'ai pas plus d'infos. La curiosité du moment chez nos amis de Glénat Comics, c'est Beauty. Beauty est un comics signé Jeremy Owen, Jason Hurley et John Roach. Jeremy Owen, on se souvient de lui puisqu'il a travaillé chez Topco Édition et que là, il est à la fois scénariste et dessinateur, alors qu'avant, il était surtout dessinateur. Je crois que Jeremy Owen, il a fait du... Je crois qu'il a fait du Darkness, si je ne me trompe pas. Donc voilà, c'est une histoire qui se passe dans une société qui est complètement obsédée par l'apparence physique et qui est véhiculée évidemment à travers les médias. Et la beauté, c'est imposé comme un idéal suprême à atteindre. Et en gros, les gens les plus intelligents sont... regardez, ça c'est chouette. Graphiquement, j'étais en train de regarder ça. Donc d'ailleurs c'est très sexy comme comics, je peux vous le dire. Donc voilà, donc en fait tout le monde est à la recherche de beauté et tout le monde veut garantir la beauté, etc. Donc c'est le point de départ de l'histoire. Et voilà, c'est très beau, c'est très chouette, je peux vous montrer quelques pages. Et non, c'est une curiosité. Il y a des choses qui sortent chez Glénat Comics, il n'y a pas que Lady Mechanica, Lazarus et quoi d'autre d'ailleurs. Il y a une série qui est bien, c'est... Lady Killer de Joel Jones, bonne série chez Glénat Comics. Voilà, ça c'est à découvrir. Dernier titre, c'est chez nos amis de Veta, un petit format dry, le fameux format dry, sauf que là il y a plus de pages, donc vous serez, ça s'appelle, c'est un comics Dark Horse Comics à la base, c'est scénarisé par Douglas Rushkoff et dessiné par Michael Avon Hemming. Michael Avon Hemming, c'est le dessinateur de Powers, vous le connaissez certainement. C'est très noir, c'est très dark, c'est très joli, c'est très chouette. C'est une espèce de conte, c'est très bizarre, c'est très occulte. En fait, c'est l'histoire d'Aleister Crowley qui développe une arme, on va dire, pour défier Adolf Hitler. Voilà, donc c'est l'histoire en fait de Aleister et Adolf. Donc en fait, voilà, donc c'est le point de départ de l'histoire. Et graphiquement, c'est super chouette parce que c'est vraiment un dessinateur hors pair, ce Michael Avon Hemming. On l'avait moins vu. Il faut dire que ça y marchait moins bien. Il faut dire que Power, ça n'a jamais vraiment marché, nous le savons, dans nos contrées. D'ailleurs, ça n'a jamais été réédité. Mais voilà, donc c'est disponible et c'est disponible au rayon Veta Comics. Voilà, tout simplement. Voilà pour aujourd'hui. Ah, c'est bien que le temps passe vite quand on s'amuse. On se retrouve très bientôt parce que, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de sorties chez Panini. J'ai vu là aujourd'hui, je suis vert, que Jupiter's Legacy tome 2, mais je l'ai en VO, mais je le voulais en VF. Il a encore été repoussé, il sort le 4 avril.
il devait sortir le 21 mars, il devait sortir fin 2017, après début 2018, enfin, il sort jamais quoi. Je suis vert, mais bon, voilà, je pouvais pas vous en parler cette semaine, je vous en parlerai la semaine prochaine, ou dans plus tard, dans 15 jours ou 3 semaines, enfin voilà. Voilà, on s'est tout dit, à très bientôt, salut.